Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons creuser le sujet de l'empreinte carbone de vos investissements. Voilà une approche que nous n'avons pas encore traitée dans l'émission, qui n'est pas la plus répandue dans les investissements ISR. Nous nous demanderons avec nos invités en quoi consiste cette approche et nous nous demanderons légitimement dans quoi est-ce que l'on investit concrètement lorsque l'on décide de s'y lancer. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Joseph Chouefati, fondateur de Goodvest. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour. Les investissements donc du coup proposés par Goodvest prennent en compte cette empreinte carbone et nous avons également le plaisir de recevoir sur ce plateau Marianne Vincent, directrice générale de Carbone 4 Finance. Bonjour Marianne Vincent. Bonjour. Et vous avez du coup développé une méthodologie qui permet de comprendre quelle est l'empreinte carbone du coup des entreprises et donc des investissements qui peuvent être réalisés. Déjà pour bien comprendre, on parle dans ce vaste monde de l'investissement du coup qui prend en compte un certain nombre de critères environnementaux, notamment les critères ESG. On parle d'ISR, on parle d'investissement à impact. Là, on parle de prise en compte d'empreinte carbone. C'est des réalités différentes, c'est des méthodologies différentes, Marianne Vincent ? Alors en fait, tout ça, c'est un vocabulaire avec plein de lettres. Donc l'ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds labellisés ISR, qui sont encore peu connus du grand public, mais cette volonté d'avoir justement de l'impact sur le social et l'environnement. Et pour ça, pour pouvoir mesurer ce qui est ISR, on a des métriques qu'on appelle E, S et G, donc environnement, social et gouvernance. Et parmi ce E, il y a la fameuse empreinte carbone. Donc voilà, donc l'empreinte carbone va être un outil, une mesure qui va permettre de mesurer l'impact ISR, donc environnemental du fonds. Donc qui va permettre en fait de regarder spécifiquement les émissions de carbone des entreprises. C'est ce qu'on entend derrière le terme empreinte carbone ? C'est ça, l'idée, c'est de regarder les fonds d'investissement, quelle est l'empreinte de mon fonds d'investissement et en sous-jacent, quelles sont les entreprises que j'ai financées. Un peu la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle empreinte carbone est prise en compte dans les fonds d'investissement. D'accord. En général, c'est souvent le scope 1 et 2, donc les émissions plus ou moins directes de l'entreprise et pas forcément le scope 3. Donc si on vulgarise un petit peu la comptabilité carbone. Bien sûr, oui. Le scope 1, si je suis Renault, c'est mon usine. Mon scope 2, ça va être l'électricité, donc l'énergie que je vais utiliser pour faire tourner mon usine. D'accord. Mon scope 3, amont, c'est mes fournisseurs, donc les transports, les pièces détachées, tout ce qui va arriver à mon usine pour construire ma voiture. Et mon scope 3 aval, c'est ces fameuses voitures qui vont après émettre du CO2. D'accord. Donc, quand on parle de enjeux de la transition climatique, l'idée, c'est pas de se dire est-ce que Renault va réduire sa facture d'électricité ou pas. Donc oui, mais c'est pas là où le vrai enjeu. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, oui, bien sûr. 80-90% de ces émissions va venir de la voiture. Est-ce que c'est des voitures électriques, diesel, essence ? Et on voit qu'il y a de plus en plus de taxes qui vont arriver sur ce type de voiture. Donc même d'un point de vue empreinte carbone, si je ne prends pas en compte toute la chaîne de valeur, donc toutes ces émissions dans l'analyse financière aussi de mon entreprise, parce que demain, s'il y a une taxe, comme on entend beaucoup parler on ne pourra plus vendre de diesel en 2030-2035 dans certains pays, le business model de l'entreprise et la valeur financière de l'entreprise va aussi être pénalisée. Et donc, c'est vraiment la responsabilité du gérant d'actifs de se dire, je prends en compte les risques financiers et les risques extra-financiers. Bien sûr, prenant en compte cette fameuse empreinte carbone. Et puis, quand j'ai un fonds d'investissement, de me dire, si ce fonds prend vraiment en compte l'intégralité des risques, c'est important de voir l'empreinte carbone. Alors, ça peut faire un peu peur parce qu'on dit, si je prends juste mon scope 1 et 2, j'aurai un plus petit chiffre par rapport à mon concurrent qui aura un plus gros chiffre. Mais ce qui est essentiel, c'est de comparer ça à ce qu'on appelle le benchmark. En général, un fonds d'investissement, on regarde la performance. Parce qu'on peut choisir le scope sur lequel on veut faire remonter des données ou être évalué, du coup, quand on est une entreprise ? En fait, la réglementation aujourd'hui ne rend pas obligatoire de reporter ce fameux scope 3. D'accord. Et on voit que 85-90% des émissions sur les secteurs les plus émissifs viennent de ce fameux produit du scope 3. Bien sûr. Oui. Donc, par exemple, si on fait de l'assemblage qui émet moins de carbone qu'ensuite, quand on va créer des pièces, par exemple, mais ce n'est pas nous qui les avons créées, c'est un fournisseur. Ou alors, par exemple, les entreprises pétrolières, le fameux scope 3 aval, c'est le pétrole. Et, oui, bien sûr, en fait, tout l'enjeu, c'est ça, c'est le pétrole. Et quand on voit Exxon ou d'autres entreprises qui disent « Ah, mais en fait, on n'est pas concerné par ce scope 3 », ben si, c'est tout l'enjeu, il est là. Et donc, sur l'électricité, c'est pareil, sur la construction, l'immobilier, enfin, quelque part, tous ces secteurs qui sont très émissifs, si on ne parle pas du produit et de ce que c'est compliqué, en fait, de faire. Donc, la réglementation, elle commence à arriver plutôt en 2023.
parce qu'il y a énormément de lobby justement pour pas reporter ces émissions. Et c'est aussi le manque de données aujourd'hui disponibles, parce que très peu d'entreprises reportent publiquement ce fameux scope 3. Elles ne le calculent pas toutes. Et donc, c'est pour ça que les agences de notation extra-financière doivent réfléchir à comment le faire. Alors, on va parler justement de la donnée et donc de cette donnée qui remonte. Juste avant, Joseph Chouefati, donc vous avez fondé Goodvest. Goodvest, quand on va sur le site internet, vous annoncez que vous êtes donc du coup en lien avec les accords de Paris. Première question basique, est-ce qu'on peut faire de l'ISR sans prendre en compte l'empreinte carbone ? Alors, on peut le faire effectivement, c'est aujourd'hui ce que font la majorité des acteurs en place. D'accord. Donc, on a beaucoup de fonds. Et ce, même si ISR veut dire critère ESG, que dans critère ESG, il y a le E et que l'empreinte carbone, du coup, permet de mesurer un impact sur l'environnement, on peut faire de l'ISR sans mesurer cette empreinte carbone? Alors, on est obligé de prendre en compte, faire de l'ISR, en fait, être labellisé ISR aujourd'hui, ça veut dire prendre en compte des critères ESG. Il y a différents critères qui peuvent être pris en compte sur l'empreinte carbone, mais on peut aussi prendre en compte des critères sociaux uniquement, ou uniquement des critères de gouvernance. D'accord. Ouais. Et même si on va prendre en compte l'empreinte carbone, aujourd'hui, la majorité des acteurs, comme le disait Marianne, s'arrêtent au scope 1 et 2 et ne vont pas regarder le scope 3. Donc c'est important quand on dit qu'un fonds est labellisé ISR, de bien comprendre pourquoi est-ce qu'il est labellisé ISR sûr, oui. et quelle est la méthodologie utilisée par la société de gestion. C'est ça, parce qu'il y a différentes réalités en fait au sein même des fonds d'investissement quand on parle d'ISR pour le coup. Il n'y a pas, ça veut dire qu'on peut être très axé sur un volet social, très axé sur un volet gouvernance et à l'inverse beaucoup moins axé sur l'environnement. On aura le même label ou en tout cas le même tampon que si jamais on est essentiellement axé sur l'environnement et pas du tout sur la gouvernance ou sur le volet social. C'est bien le problème. Et donc, par exemple, on a des fonds labellisés ISR qui ont une trajectoire de réchauffement climatique à 3 ou 4 degrés, donc bien loin des accords de Paris, de l'accord de Paris, qui a une trajectoire 2 degrés maximum en objectif. Et on a des fonds labellisés ISR de la même manière, qui vont investir dans les énergies fossiles. Alors qu'on sait bien qu'aujourd'hui, si on veut respecter l'accord de Paris, il ne faut plus lancer de nouveaux projets d'extraction de charbon ou de pétrole, par exemple. Et alors, donc tout ça repose en fait sur la donnée. Pour bien comprendre la chaîne de valeur, on a un investisseur ou une investisseuse qui va passer par une solution qui va proposer en fait différents fonds d'investissement qui eux-mêmes vont investir dans des entreprises. Donc en fait, tout repose sur la donnée qui va remonter de l'entreprise jusqu'à l'épargnant final qui va décider ou non d'investir. C'est tout le sujet aujourd'hui. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, il y a un vrai manque de transparence dans le domaine de l'épargne. En général, les investisseurs finaux savent rarement où ils investissent réellement. Justement, sur ce sujet de la donnée, Marianne Vincent, comment est-ce que chez Carbone 4 Finance, vous réussissez à définir si on est en lien sur le scope 1, 2 ou 3, du coup, avec l'accord de Paris, ou en tout cas, si ça correspond globalement à un investissement respectueux de l'environnement? Alors déjà, Carbone 4 Finance fait partie du groupe Carbone 4, créé en 2007. Et depuis donc, près de 15 ans, on a des consultants qui font des bilans carbone des entreprises. Donc, D'accord. Ils travaillent déjà au quotidien avec les entreprises pour collecter des données physiques et recalculer ce fameux bilan carbone avec le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et donc, on a toute cette expertise en interne. Et nous, à notre échelle un peu plus de fournisseurs de données, on couvre 8000 entreprises dans le monde. On va avoir cette même approche, c'est-à-dire regarder un petit peu le scope 1 et 2, il est très bien reporté par les entreprises aujourd'hui dans la plupart des pays dans le monde. Mais alors justement, le scope 3, on va le recalculer parce qu'il n'existe pas aujourd'hui pour la plupart des entreprises. Ah oui, donc en fait la donnée n'est pas remontée, en fait elle est recalculée à l'extérieur pour essayer de comprendre effectivement déjà quels sont les produits qui sortent, quel est l'impact donc du coup carbone des produits qui sortent, mais aussi regarder un petit peu toute la chaîne de valeur des produits au sein de l'entreprise. Exactement, donc nous on est une équipe d'analystes carbone qui va regarder le rapport annuel de Tesla et le rapport annuel de General Motors, qui va dire Tesla ne produit que des voitures électriques. On va lui appliquer ce qu'on appelle un facteur d'émission. Donc on va recalculer une voiture électrique construite dans tel pays, vendue dans tel pays. C'est autant de tonnes de CO2 par rapport à celui qui fait des gros SUV électriques, des gros SUV électriques, c'est pas très bien, mais des gros SUV diesel. Voilà, en grosso modo, quelle est la production? Et on va recalculer tout ça par rapport à d'autres fournisseurs de données qui vont avoir une approche assez statistique en disant, grosso modo, le secteur automobile émet autant. On va pouvoir différencier les différents acteurs. Et avec ça, en fait, pour calculer la température d'alignement, on va prendre en compte
pas mal de choses. On va regarder cette fameuse empreinte carbone. Est-ce que aussi l'acteur fait mieux en développant des nouvelles solutions technologiques? Donc, typiquement, Tesla ne fait que des voitures électriques, donc elle fait un peu mieux que son secteur. Donc, c'est un bon acteur qui a déjà investi dans la transition. On va regarder aussi sa stratégie climat. Est-ce qu'il a une vraie ambition sur se décarboner? Et tout ça, en fait, va faire que quand on empile les différentes entreprises, on va calculer la température du fonds. Joseph Chefati, du coup, il y a une question qui se pose quand même, c'est que quand on fait de l'ISR, bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez développé au sein des fonds d'investissement. Et d'ailleurs, il y a pas mal de sujets, de scandales ou autres qui disent, tiens, mais on va retrouver en fait des entreprises très polluantes alors qu'elles sont labellisées ISR. Si on va plus loin, comme vous faites chez Goodvest, et qu'on prend en compte l'empreinte carbone des entreprises. Du coup, on s'arrête d'ailleurs chez Goodvest au scope 2 ou on va jusqu'au scope 3 On va jusqu'au scope 3 parce qu'on s'appuie sur les données de carbone et de finance. Donc ça, c'est pas très intéressant. Donc on va jusqu'au scope 2. Mais alors, la question, est-ce qu'il reste des entreprises dans lesquelles investir? Oui, il reste quand même des entreprises. Donc, effectivement, ça limite beaucoup de fonds. Il y a une étude qui a été sortie par les Échos il y a quelques mois maintenant. Sur le marché, on a 0,2% des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 0,2% des entreprises, parce qu'on a plus d'entreprises en réalité qui sont alignées sur l'accord de Paris. Même au sein du CAC 40, il y a quelques entreprises, même si elles sont très peu nombreuses, qui sont alignées sur l'accord de Paris. Donc, même des grandes sociétés françaises le sont. Donc c'est possible. Et alors ça, c'est quoi? C'est des entreprises qui, de fait de leur activité, de toute façon, polluent peu ou qui ont amorcé des virages stratégiques pour se mettre en lien avec les accords de Paris? Alors, on a les deux cas de figure. Il y a des entreprises, il y a des secteurs tout simplement qui émettent moins, des entreprises qui émettent moins, et il y a des entreprises qui ont pris déjà des mesures et qui surtout ont une politique qui va continuer de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'on peut faire de la performance en respectant les accords de Paris, Joseph Chefati, quand on est une entreprise et quand on est un fonds d'investissement? Alors oui, on peut faire de la performance. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, notamment une méta-analyse de l'université d'Oxford qui a été réalisée en combinant un peu plus de 200 études scientifiques et universitaires. Le fait de prendre en compte des critères de durabilité va dans 80% des cas améliorer la performance. C'est des entreprises qui sont en réalité prêtes pour le monde de demain, qui attirent plus les talents, qui gagnent plus facilement des appels d'offres, qui sont moins sensibles, qui ont moins de risques de recevoir des sanctions financières également. Et c'est des secteurs également qui sont plus porteurs. Une société qui produit des panneaux solaires a plus de chances de se développer qu'une société qui fait uniquement de l'extraction de charbon quand on a tendance à en sortir. Et alors justement, sans donner des noms d'entreprises, ou d'ailleurs on peut, mais peut-être donner au moins des secteurs d'activité. Donc là, on parle de panneaux solaires, ça paraît assez évident. On peut parler d'éolien, enfin, toutes ces entreprises. Mais... Voilà, c'est un peu cliché exactement, parce que ça, au moins, on sait qu'il y a un lien avec l'empreinte carbone. Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité où vous parliez d'entreprises du CAC 40, où là, pour le coup, effectivement, on est en lien avec les accords de Paris, et pour autant, on va y chercher de la performance? C'est quel secteur d'activité, du coup? On imagine qu'on enlève tout ce qui est extraction pétrolière ou construction de voitures. On va chercher dans quel secteur alors? Alors nous, on va exclure un certain nombre de secteurs. Donc effectivement, toutes les énergies fossiles, extraction, production, charbon, pétrole et gaz sont exclus chez Goodvest. On exclut aussi des secteurs peu éthiques, pas uniquement pour l'empreinte carbone, mais par exemple, on va exclure le divertissement pour adultes ou bien le secteur du tabac. En revanche, on va investir dans vraiment quasiment tous les autres secteurs. Donc nos portefeuilles sont très diversifiés. On va avoir de l'énergie, donc plutôt l'énergie renouvelable, effectivement, pas d'énergie fossile. On va avoir du transport, on va avoir des secteurs financiers, on va avoir vraiment tous les secteurs de la santé, de l'eau. Donc on va retrouver de la grande consommation, on va retrouver de la distribution ou autre, comme dans un fonds d'investissement classique. Exactement, on va juste prendre vraiment les meilleurs acteurs. Et d'ailleurs, chez Goodvest, on a une approche thématique. Donc on permet aux épargnants de choisir les thématiques dans lesquelles ils vont investir. Donc on a une thématique qui est présente par défaut, qui est la transition écologique. Et derrière, on va leur permettre de choisir s'ils veulent plutôt investir dans l'emploi et la solidarité, avec des fonds labellisés Finansol. On va avoir également une thématique sur les forêts, sur les énergies renouvelables. Et donc en faisant vraiment un portefeuille sur mesure. Je reviens sur la méthodologie, Marianne Vincent. Vous nous avez parlé de l'aspect réglementaire qui, du coup, si je comprends bien, le sujet de la donnée, c'est on a du mal à l'obtenir, enfin on a du mal à la trouver, ou une réglementation uniformisée au niveau européen pourrait permettre de faire remonter cette donnée plus facilement. Voilà, il y a deux sujets. Déjà, oui, toute la donnée n'est pas disponible aujourd'hui auprès des entreprises, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui sont faites auprès des entreprises pour qu'elles reportent de plus en plus, d'initiatives pour que ça soit mis à disposition de tous les investisseurs de manière un peu plus
large et gratuite. L'autre sujet, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation, elle n'est pas très claire. On parle d'un scope 1, scope 2, scope 3, mais on ne dit pas exactement comment il doit être calculé. Et donc, c'est très difficile, même pour les investisseurs ou les fonds d'investissement, au milieu de tous ces fournisseurs de données, de se dire, finalement, comment je m'y retrouve pour sélectionner tel ou tel fonds. Alors, pour l'épargnant final, c'est encore plus compliqué. Donc, comme disait Joseph, l'idée, c'est la transparence. Si on nous explique concrètement, quelle est mon empreinte carbone, comment a été calculée ma température, j'arrive à peu près à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Donc, un peu plus de réglementation aiderait pour que l'investisseur final sache dans quoi il met les pieds. Donc, Goodvest fait déjà toute l'analyse en amont pour ses clients. On a des applications comme Rift, qui est aussi une application gratuite, qui permet de calculer déjà l'empreinte carbone et la température de son épargne personnelle et de pouvoir voir si finalement je ne le savais pas, mais mon banquier m'a fait investir dans des trucs où il y a du charbon, il y a des énergies fossiles, il y a de l'armement, je ne le savais pas. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives qui permettent cette transparence. Et donc ça va être le prochain enjeu de la réglementation. Mais aujourd'hui, effectivement, le sérieux de comment sont calculées les émissions, il faut essayer de regarder les petites lignes à l'intérieur. Voilà, il faut chercher toujours plus de transparence. Merci beaucoup Marianne Vincent, directrice générale de Carbone 4 Finance. Merci également Joseph Chouefati, fondateur de Goodvest. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.